Corps gelé, cris étouffés, 1500 vies avalées par l'océan. Le 15 avril 1912, à l'aube, l'Atlantique n'était plus une mer tranquille. C'était une fosse commune. Des cadavres flottant entre les débris de bois, des gilets vides et des visages figés dans la glace. Le Titanic n'avait plus rien des rêves. Ce n'était plus le paquebot de l'avenir. C'était un cercueil d'acier brisé par un simple bloc de glace. On l'avait promis insubmersible. On l'avait vendu comme la victoire de l'homme sur la nature. Mais cette nuit-là, c'est la nature qui a gagné. Et l'orgueil humain a coulé. Ceci n'est pas l'histoire d'un accident. C'est l'histoire des mensonges, des naufrages prévisibles, d'une tragédie où des riches ont eu le canot et les pauvres le tombeau. Bienvenue dans la chronique du Titanic, la nuit où l'arrogance humaine a sombré avec 1500 âmes. Pour comprendre le naufrage, il faut se plonger dans la concurrence féroce du début du XXe siècle entre les compagnies maritimes. La White Star Line, menée par le directeur, ou par son directeur, J. Bruce Ismay, veut battre sa rivale, la Cunard Line. L'objectif n'est pas la vitesse, mais le gigantisme et le luxe. La White Star Line veut construire un navire si imposant et si majestueux que l'idée même de sécurité ne se posera plus. Le Titanic est le résultat. Il est décrit comme insubmersible dans tous les journaux. L'ingénieur en chef, Thomas Andrews, le sait très bien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le navire possède 16 compartiments étanches. S'il en inonde 4, il reste à flot. C'est une mesure de sécurité révolutionnaire pour l'époque. Mais si plus de 4 compartiments sont inondés, le navire coulera. Ce n'était pas un défaut, mais un risque assumé. Le navire est équipé de canaux de sauvetage, mais pas assez. La réglementation britannique datant de 1894 exigeait un nombre de canaux suffisant pour les navires de moins de 10 000 tonnes. Pas pour un géant de plus de 46 000 tonnes. La White Star Line aurait pu en ajouter, mais cela aurait pris de l'espace sur les ponts, ce qui aurait nui à l'esthétique du paquebot. Le 14 avril 1912, à 23h39, la nuit est claire, l'océan est calme. C'est un de ces moments où l'on se sent invincible. Les passagers de première classe fêtent, ceux de troisième classe s'amusent et rêvent de la nouvelle vie en Amérique. Le paquebot file à toute vitesse, un peu plus de 22 nœuds, soit plus de 40 km/h. C'est une vitesse très élevée pour les conditions de navigation. Plusieurs messages radio ont été envoyés au navire pour signaler la présence de glace. Un message des navires, le Californian, a prévenu l'équipage que la banquise était étendue. Le radio-opérateur Jack Phillips était en train d'envoyer un message à une autre station. Il a répondu au message du Californian: « Taisez-vous, je suis en communication avec Cap Race. » Le message a été ignoré, mis de côté. À 23h40, le veilleur de nuit, Frederick Fleet, aperçoit un iceberg. C'est une tache noire dans l'obscurité. Il sonne 3 fois la cloche, signifiant danger. Le pont est averti. L'ordre est donné. Tribord tout. Le navire tente de virer à gauche, mais il est trop lourd et trop rapide. Le choc n'est pas violent. Ce n'est pas une collision frontale, mais un effleurement. L'iceberg déchire la coque sur plus de 90 mètres sur le côté. 6 compartiments sont inondés. La catastrophe est inévitable. Les ingénieurs du navire le savent. Le navire est condamné. Dans les minutes qui suivent, le chaos s'installe. Les officiers de pont donnent l'ordre aux passagers de monter sur le pont. Mais beaucoup ne comprennent pas la gravité de la situation. Témoignage de l'officier Charles Ligotler. Les gens pensaient que c'était une plaisanterie. Ils ne voulaient pas partir de leur cabine chaude pour affronter le froid. On a dû les forcer. Le capitaine a dit « Femmes et enfants d'abord ». Mais beaucoup ont refusé de laisser leur mari. Les canaux de sauvetage sont mis à l'eau.
Mais ils ne sont pas pleins. Le premier ne contient que 28 personnes sur une capacité de 65. Les officiers ont peur de les surcharger. Les passagers les plus riches ont la priorité. Ceci étant, on a le personnage du passager Lawrence Beasley. J'ai vu des hommes de 3e classe se battre pour monter sur le pont. On leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit. Le personnel de bord a bloqué les portes pour empêcher que la panique s'installe. C'est là que j'ai compris que nous n'étions pas tous égaux. Le capitaine de Californian, à seulement 20 km de là, voit des fusées de détresse du Titanic. Mais il les prend pour des signaux festifs. Son radio-opérateur est allé se coucher. Il ne répond pas aux appels à l'aide. Un navire aurait pu sauver des centaines de vies, mais il a choisi d'ignorer les signaux. Le Titanic a sombré, mais ses traces sont encore présentes. En 1985, l'épave est retrouvée par une équipe d'océanographes. On découvre alors le navire brisé en deux, un spectacle glaçant. Le Titanic gît par plus de 3800 mètres de profondeur sous le sol jonché de débris, de vêtements, de chaussures. Le naufrage du Titanic a changé le monde à jamais. Le manque de canaux de sauvetage a poussé les nations à adopter des réglementations plus strictes. En 1914, la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, le SOLAS, est signée, exigeant que les navires aient assez de canaux pour tous les passagers. Un service international de surveillance des glaces est mis en place. Les victimes sont honorées dans des monuments, des films, des livres. La mémoire de la catastrophe est vivante, mais des questions demeurent. Pourquoi les investissements ont-ils été ignorés? Pourquoi les plus pauvres sont-ils morts en plus grand nombre? Le naufrage du Titanic n'est pas seulement l'histoire d'un navire qui a coulé, c'est l'histoire de l'orgueil humain, de l'arrogance d'une époque qui croyait que la technologie pouvait tout vaincre. C'est l'histoire des choix, des petites décisions qui, cumulées, ont entraîné une immense tragédie. C'est l'histoire d'une société divisée en classes où la vie des uns valait plus que celle des autres. Aujourd'hui, l'épave du Titanic repose au fond de l'océan, mais elle n'est pas silencieuse. Elle nous crie qu'il n'y a pas de navire insubmersible, pas d'homme infaillible. Elle nous rappelle que le plus grand danger n'est pas dans la mer, mais dans le cœur des hommes. Et ce sont ces leçons-là que la mémoire des âmes perdues, que l'on ne doit jamais oublier. Et vous, ne l'oubliez jamais. Merci de nous avoir suivis. On suivra la prochaine fois pour une autre catastrophe industrielle. Portez-vous bien. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.